Donc, bonjour à tous. On va survoler certains sujets, en fait. Et je veux faire un retour sur plein de choses et vous parler des dernières nouvelles, en fait. Mais tout d'abord, je veux vous parler de Science of Sound. Good Vibrations. Donc, c'est une conférence que j'ai écoutée qui rassemble plusieurs spécialistes, des docteurs, des chercheurs. Et c'est un TEDx Talk là, au World Science Conference. Puis, eux, ils parlent de plein de choses. De plein de choses dont je vous ai déjà parlé. Des propriétés physiques du son. Donc, on a plusieurs spécialistes. Et il y en a un là-dedans qui m'interpellait beaucoup. Je vais vous mettre un extrait. En fait, il parlait de la fonction interne de l'oreille. Donc, comment l'oreille capte les vibrations et les transforme en synapses, en courant électrique. C'est quoi le processus biochimique où ce que on capte une vibration dans notre oreille et que ça se transforme en courant électrique dans notre cerveau. Donc il y aurait possibilité de créer des machines à l'image du cerveau qui pourraient convertir des vibrations en courant électrique, un peu comme les bobines musicales de Tesla, dont je vous ai déjà parlé abondamment et je vous ai partagé plusieurs capsules aussi à cet effet. Donc c'est très intéressant, en fait, ce qu'il dit, puis je vais vous mettre un extrait. Donc, quand il y a une vibration, une onde qui arrive dans le cerveau, dans l'oreille, ça fait vibrer une membrane, le tympan, hein, les petits osselets, les tambours, jusqu'au colimaçon, qui est fait comme une spirale de vie, en fait, comme un coquillage. Et à l'intérieur de l'oreille, le colimaçon est... il y a des petits cheveux, des petits poils, du duvet à l'intérieur. Et c'est comme si c'était une batterie biochimique. Et les petits poils se dilatent et se contractent. Et ça crée des volts. Un voltage qui transforme le son en courant électrique. En synapse. Et c'est un peu la même chose que je vous parlais par rapport à toutes nos terminaisons nerveuses, en fait, hein, qui traitent l'information et qui reconvertit le mouvement des électrons. Les vibrations des électrons qui sont toujours en mouvement. Hein. La matière est composée à 99% d'espace vide. Donc, il y a une vibration cosmique à l'origine de l'univers qui maintient la toile en place. Et ces vibrations-là pourraient être reconverties en courant électrique. Donc, je vous mets un petit extrait de cette conférence qui vient appuyer, en fait, ce que je dis depuis plusieurs années au niveau que les vibrations organisent la matière. Hein? Les molécules d'eau. Et le corps est composé à 72% d'eau. Donc, en faisant vibrer les molécules d'eau qu'il y a dans votre corps sur certaines fréquences précises, il y aurait possibilité de restructurer votre ADN, de dissoudre les tumeurs cancéreuses, les micro-organismes via la résonance sympathique. Donc, en envoyant des hertz dans des molécules d'eau, on peut restructurer en lien avec la géométrie du nombre 9 la matière qui nous entoure. Donc, je trouvais ça très intéressant, le processus de comment l'oreille
l'ouïe peut convertir les vibrations en courant électrique. Donc c'est un petit peu les poils, le duvet qu'il y a à l'intérieur du colimaçon qui est en rétraction et en expansion, qui crée un voltage, une batterie biochimique. Donc, bonne écoute. And hearing begins when sound waves travel along the ear canal here and they vibrate this membrane, the eardrum, and that vibration is then transmitted by these three little bones of the middle ear, the three smallest bones in the human body, to this spiral-shaped structure here known as the inner ear or cochlea. And it's the purpose of the cochlea to change the energy carried by sound into neural impulses that are then transmitted along the cochlear nerve or the auditory nerve to the brain. And of course the brain interprets those neural impulses as sound and speech. So if you imagine taking this spiral structure here and uncoiling it, you might get something that looks like this, idealized version of it. Basically, the inner ear, when uncoiled, consists of two fluid-filled chambers, an upper chamber and a lower chamber, separated by an elastic membrane. And the vibration of the middle ear bones, not shown here, sets these fluids inside the cochlea into motion. And that launches a wave which propagates down along this elastic sheet to a region where the motion is largest and beyond which the wave dies out quickly. And this wave is pretty much, it's not a sound wave, but it's more analogous to a wave which might propagate on the surface of the ocean. For an ocean wave, the reason that the wave propagates is there's an interaction between the moving fluid and the force of gravity. And a similar thing happens here. There's moving fluid, but the force is not gravity. The force is the stiffness of this elastic sheet. And because the stiffness of this elastic sheet varies as a function of distance along the cochlea acts as an acoustic prism, separating the various frequency components of sound out and mapping them onto different places along this membrane, and thus onto different populations of nerve fibers, because the nerve fibers contact different places along this membrane. And so it's in part the fact that different sounds stimulate different nerve fibers that allows us to separate out and to hear different notes. So one of the amazing things about the cochlea is its extreme sensitivity. It turns out that at the threshold of hearing, in other words, for the quietest sounds that we can hear, this membrane, this elastic sheet, moves up and down by less than the diameter of a hydrogen atom. And the most important of these are these so-called hair cells. And you can see those if you zoom in a little bit. This is the structure of that elastic sheet in a little more detail. You can see there are many different types of cells. And the most important of them are these cells right here, the ones shown in red, the so-called hair cells. And they're called hair cells because at their tips they have little hairs or cilia that stick out of the top. And as I said, when a sound is perceived, or when a sound stimulates the ear, this entire structure vibrates up and down. This is this elastic sheet that vibrates up and down when a wave propagates along it. And when this vibrates up and down, these little cilia, the little hairs on top of the hair cells, are moved back and forth. And when the hairs move back and forth, ions flow from outside into the cell. And that flow of ions is driven by essentially a biochemical battery that is maintained inside the ear. So this battery drives current into these cells when the cilia move back and forth. And these cells have an amazing property, that when current comes into the cell, of course, the voltage inside the cell changes, and when the voltage inside these cells change, these cells move. And here we have a movie that illustrates this fact. So here we have one of these hair cells that's been taken out of the inner ear and placed in a dish. And an electrode has been brought in contact with this cell, and that electrode is used to change the voltage inside the cell. Can we play that movie again? And you see that when the voltage is changed inside the cell elongates and contracts. So it moves. And when this cell moves, of course, it pushes the fluid around inside the cochlea. And when it pushes the fluid around inside the cochlea, that generates hydromechanical waves that can propagate up and down. And so this is analogous to the emission of light by the atoms in the lasing medium. But of course, instead of light waves, we have these hydromechanical waves. We have the motion of the fluid in the membrane.
So the analogy then with the laser is that we have some laser-like medium. This consists of the hair cells and the surrounding fluid. Here are the little diagrams of the hair cells. And we have a battery, ionic battery, that provides the power supply to this laser. Then, when it's stimulated by an input traveling wave, it stimulates these hair cells to move in phase with that wave and emit coherent hydromechanical radiation that boosts the amplitude of the wave as it passes by. Very much in analogy with what happens inside a laser amplifier. Donc, vous savez, ce que je trouve génial des 2 dernières capsules que j'ai faites avec ma copine, avec ma blonde, dans le fond, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. On a fait 2 belles capsules, une sur la parentalité empathique et l'autre sur la médecine holistique. Et je trouve ça tellement beau. Parce que, en fait, ça nous permet de remettre la science en question. Donc, pour faire un petit retour sur ces 2 capsules-là, en fait, ce que je trouvais beau, c'est que elle dénonçait le fait... Elle nous parlait d'accouchement naturel. Que les femmes accouchent depuis la nuit des temps. Et elle remettait en question, elle dénonçait le fait que les médecins, en fait, n'ont toujours pas compris comment donner naissance à un enfant sans que ce soit un acte chirurgical. Comme si la femme était en danger, tu sais. Parce qu'une femme qui donne naissance à un enfant, en fait, ça devrait être accompagné de douceur, avec de la belle musique, dans un environnement sain, avec un bel accompagnement. Fait que le fait que les docteurs savent même pas comment donner naissance à un enfant, ça remet en question toute leur méthode. Tu comprends? Fait qu'on peut remettre en question la médecine allopathique au complet. Parce qu'ils savent même pas comment donner naissance à un enfant sans que ça devienne un acte chirurgical, tu sais. Ils vont lui donner un épidural pour qu'elle arrête de souffrir parce que, bon, la souffrance, les gens ont peur de souffrir et à partir de ce moment-là, l'enfant travaille tout seul parce que tout le bas du corps de la femme est gelé, puis c'est supposé d'être un travail d'équipe, tu sais. Puis elle m'expliquait ses accouchements, tu sais, puis elle a été accompagnée de sages-femmes, tu sais, puis il y a des sages-femmes qui la regardaient aller pendant qu'elle accouchait, puis elle était comme, non, laissez-la faire, elle sait ce qu'elle fait. Donc, c'est un peu, ça en revient à ne pas remettre notre autonomie médicale entre les mains d'une autorité extérieure. La femme qui accouche, elle sait ce qu'elle fait. Ça ne devrait pas être dirigé. Ça ne devrait pas être remis entre les mains d'une autorité extérieure. Vous devriez être autonome et responsable de votre propre santé, en fait. Donc, ça n'appartient à personne d'autre que vous. Et ça, je trouve ça bien. Je trouve ça beau qu'elle ait dénoncé ça dans la capsule qu'on a faite là-dessus. Parce que, oui, c'est vrai. Retrouvez votre autorité intérieure. Reprenez possession de votre santé, de ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire. De dire non, moi je suis capable d'accoucher tout seul. Depuis la nuit des temps, les femmes accouchent seules. C'est sûr que s'il y a des complications, tu veux être subordonné, accompagné par une équipe médicale si jamais il y a des complications. Mais ne remettez pas cette responsabilité, cette autonomie entre les mains d'une autorité extérieure. Faut pas que ce soit dirigé, contrôlé. Donc même les accouchements, même donner naissance à un enfant, c'est contrôlé. Et je trouvais ça très beau comme débat,
en fait. Et ça en revient un peu au même que les vaccins. Pourquoi remettre notre santé entre les mains d'une autorité extérieure? Alors que le système immunitaire fait très bien son travail depuis des millénaires. Donc, ne remettez pas votre autonomie, votre responsabilité entre les mains d'une autorité extérieure. Au niveau autant médical qu'au niveau de la conscience. Là. Apprenez à penser par vous-même, à être autonome. Donc ça, je trouvais ça beau. Et ça nous permet aussi de remettre en question toute la science, toutes les méthodes qui sont utilisées par la médecine allopathique. S'ils ne sont pas capables de gérer un accouchement, pourquoi est-ce qu'ils viendraient m'injecter un vaccin dans les veines alors que le système immunitaire fait très bien son travail? Pour eux, c'est un acte chirurgical. Donc, au lieu de traiter, de guérir le mal, eux autres, ils l'enlèvent. Fait que s'il y a une glande qui est malade, ils vont la couper, ils l'arrachent, puis ils l'enlèvent. Au lieu d'essayer de guérir les glandes. Parce que toutes ces glandes-là ont une raison d'être. Tu comprends? Fait qu'au lieu de soigner le mal, ils font un acte chirurgical où ils retirent une partie de ton corps. Un morceau de ton estomac qui est cancéreux ou whatever. Alors qu'avec les ondes et la résonance sympathique, en envoyant des hertz dans des micro-organismes, on peut dissoudre des tumeurs cancéreuses. Elles se désintègrent. Donc vous irez voir les medbeds, la science de l'acoustique. Donc je trouvais ça très beau aussi parce que bon, dans la deuxième capsule, on parlait des propriétés des plantes et qu'il y a des remèdes pour tout dans la nature qui nous entoure, en fait, pour les problèmes de digestion, d'inflammation, même l'Alzheimer. On peut prendre des suppléments qui vont nous aider à surmonter les maladies qui nous entourent. Mais tout ça, ça vient encore de la pensée. Mais il y a possibilité d'aller chercher des suppléments qui vont activer, qui vont favoriser la digestion, ou enrayer l'inflammation, l'Alzheimer. Aussi faire des exercices mentaux, d'être capable de faire travailler son cerveau. Parce que le cerveau, c'est un muscle, en fait. Donc, je vous mets un petit extrait de Vivre l'instant. Une capsule qui se trouve sur Tistraya, la chaîne Tistraya de Laurent Guérison, qui nous parle énormément de la respiration. Et je trouvais ça bien d'en parler parce qu'on dirait que de nos jours, les gens ils ont oublié de respirer. Il y a une grosse différence entre respirer et la respiration consciente. Et quand on prend conscience de sa respiration, quand que la conscience prend conscience d'elle-même, on peut influencer la matière. Donc c'est un petit extrait de Laurent Guérison sur la chaîne Tistraya. Et j'espère que les gens vont prendre le temps de l'écouter avec une attention particulière parce que c'est bien ce qu'il dit. Il parle aussi du désaxement du corps et quand on retrouve l'équilibre, le centre, c'est très beau ce qu'il dit. Puis j'espère que ça va inciter les gens à enlever leur masque. Parce que si vous vous empêchez de respirer, c'est sûr que ça ira pas bien dans votre cerveau. Hein? Ça inverse les hormones. Il me semble qu'on a dépensé beaucoup de salive ces 2 dernières années pour vous expliquer que respirer, c'était quelque chose de primordial à la vie. Donc, enlevez vos masques. Hein? Bonne écoute. Donc je pouvais penser et ressentir pour l'autre et transformer sa réalité parce que c'est lui qui le faisait en fait. C'est ça qui est génial.
Et du coup, en pensant, en ressentant différemment, j'ai compris que je pouvais transformer les corps et les changer. Et la conséquence, c'est que les corps qui étaient tordus comme ça, et qui frottaient, qui se faisaient mal, qui avaient des inflammations, qui créaient des douleurs, qui créaient plein de maladies, parce en fait, le plus gros problème qu'on ait, c'est qu'on respire mal. Parce que comme on est tordu, stressé, ce qu'on appelle le stress par nature, c'est la torsion. Quand on dit que le monde est stressant, c'est nous qui sommes stressés. C'est pas le monde. En fait, c'est nous qui créons le stress avec notre perception extérieure. Quand on arrête ça, on déstresse le corps, on commence à respirer mieux, ça génère plein de choses. Déjà, ça génère un corps qui est plus acide, parce que si on veut alcaliniser notre corps, on est un système aquatique. Ce système aquatique, il a besoin d'oxygène. S'il a trop de CO2, il devient acide, parce que c'est la réaction chimique entre le CO2 et l'eau qui crée les ions H+. Et ces ions H+, ce qu'on appelle le potentiel hydrogène, ce qu'on appelle l'acidité, quoi. Donc, qu'on mange ça ou ça, bon, ça a une influence sur nos microbiotes, c'est pas génial, mais ce qu'il faut, c'est d'abord respirer, c'est-à-dire se remettre dans l'instant, moi ce que j'appelle se remettre dans l'instant dans l'amour, rééquilibrer ses pensées et ses émotions, et nourrir tout à fait normalement notre pensée ou notre estomac, d'accord, enfin nos viscères. Mais bien comprendre que d'abord c'est la respiration, c'est le cœur, c'est l'instant, c'est là, on respire. Moi qui ai pensé, ressenti, etc. Donc je trouve que le retour de la réalité est toujours intéressante. Et évidemment, il y a des gens qui sont des charlatans, et il y en aura toujours, et le problème, c'est pas de savoir si il y a un charlatan dont tout est pourri, parce que dans n'importe quel environnement, il y a toujours quelque chose qui peut créer un désordre, c'est de savoir si nous, on est capable de l'accepter, et de comprendre qu'on peut nous reproduire à notre échelle, avec notre façon d'aimer, une réalité qui se reproduit. Moi, par exemple, au niveau des soins, il y a des choses que j'arrivais pas à faire, que c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont expliqué que, ben voilà, il y a ça, et comme ça que ça fonctionne, que j'ai réalisé que moi, du coup, je pouvais le faire, et j'ai appris d'eux pour pouvoir créer une autre réalité. Donc, je suis toujours à l'affût, justement, des gens qui pensent et qui ressentent différemment que moi. Moi, je trouve ça super intéressant, personnellement, quoi. Je pense que le monde aujourd'hui est absolument passionnant. On est arrivé à des niveaux de connaissances qui font que même les scientifiques eux-mêmes sont débordés. C'est-à-dire que la science, elle est tellement vite, on sait tellement de choses, et on a appris tellement de choses qui réfutent absolument la science qu'on enseigne à nos enfants actuellement à l'école, que, par exemple, quand je parle des cerveaux, qu'on a un cerveau dans le ventre, qu'on a un cerveau dans le cœur, qu'on a un cerveau dans la tête, la plupart des gens sont absolument pas conscients, alors que c'est depuis les années 80-90 qu'on sait qu'il y a plein de cerveaux. C'est comme si la science était allée trop vite pour nos consciences. C'est allé tellement vite, il y a tellement de capacité à transformer le monde par rapport à la connaissance qu'on en a, que le monde, il peut changer très rapidement, et ça va dépendre vraiment de la conscience de cette humanité de changer les choses. Je pense que l'humanité, elle crée ce qu'elle crée parce que elle pense et elle ressent comme ça, et on est créateur de notre réalité. Et quand il y a des courants, ce qu'on appelle souvent des égrégores, quand on crée des systèmes de pensée, en fait on les vit. Le seul truc, c'est que tant qu'on va croire qu'il y a une réalité, qu'il faut lutter contre, etc., on va toujours se mettre dans le fait d'être victime et de subir. Quand on va commencer à comprendre en tant qu'humain qu'on a la capacité de créer et de transformer notre réalité, je pense que ça va être un switch très important, et arrêter de dire que il faut passer à des niveaux supérieurs de machin et tout. On est déjà là à l'instant créateur, et le reconnaître. Et de ne pas croire qu'il faut encore faire un chemin spirituel, etc. Non, là à l'instant on est capable de le faire. Voilà. Et que quand on va comprendre ça en tant qu'humanité, on va avoir une puissance absolument phénoménale, amoureuse de transformation de notre réalité. Et je pense que ce sera la plus belle révolution humaine qu'on puisse vivre dans notre réalité en tant que civilisation humaine, quoi. Un petit volet un peu plus d'actualité, en fait, là ici au Québec, Ottawa, Canada, on parle de retirer tranquillement le passeport vaccinal, que ce sera plus nécessaire, le code QR et tout. Comprenez une chose, c'est que lorsqu'on amadoue les mesures, en même temps on parle de mesures d'urgence, comme la loi martiale, mais lorsque il diminue les mesures, qui donne un petit bonbon au peuple, c'est qu'il y a quelque chose en arrière qui se trame, qui est beaucoup plus grand. Comprenez qu'ils n'ont même pas besoin de code QR ou de passeport vaccinal pour vous tracer. En fait, ils vont dire, OK,
on vous donne le droit de ne plus avoir besoin de passeport vaccinal, mais entre-temps, on a voté une loi qui nous permet d'avoir accès à vos données confidentielles et de vous tracer en toute intimité, peu importe, selon votre situation géographique, GPS, avec votre téléphone. Une loi, tu sais, quand on a reçu des SMS pour nous dire couvre-feu à partir de 21h, vous êtes passible d'une amende. Donc une loi, ça s'envoie pas par texto là, ou par SMS. Là, t'sais. Tu peux pas recevoir un texto qui dit ah, vous avez plus le droit, il y a un couvre-feu, puis là, à partir de 21h, vous êtes en infraction. C'est n'importe quoi. Tu comprends? Ils ont fait des tests sur la population avec des... J'en ai parlé avec des réalités virtuelles, à savoir si on pouvait contrôler la pensée des gens via leur iPhone, leur téléphone intelligent. Et une loi, ça doit être voté, ça doit être écrit dans une charte. Mandaté. T'envoies pas un texto à quelqu'un, un SMS pour lui dire t'as pas le droit de faire ça, sinon t'es passible d'une amende de. T'sais, là, ils ont envoyé plein d'alertes Amber. Fait que arrêtez de vous laisser contrôler par vos téléphones. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est anticonstitutionnel. Et c'est une grande fleur pour moi. Ce soir, je viens de recevoir une invitation pour être sur un Zoom avec Brian Peckford, qui est le dernier signataire vivant de la Charte des droits et libertés. Donc, je vais être sur un Zoom ce soir, un comité avec Brian Peckford, qui est le dernier être vivant à avoir signé la Charte des droits et libertés il y a 52 ans. Donc, pour moi, c'est une fleur. Merci de l'invitation. Je tiens à vous parler aussi de l'œuvre de M. Magella Potvin, avec qui j'ai collaboré. M. Magella Potvin, qui a un doctorat en théologie, une maîtrise en philo et une maîtrise en psychologie, qui a été professeur d'université, avec qui j'ai travaillé en collaboration sur l'écriture de son nouvel ouvrage philosophique qui est en route, en fait. Fait que j'ai bien hâte de vous faire une capsule là-dessus parce qu'on a travaillé fort. Ça a été des mois et des mois de rédaction, de partage d'idées, de bonification. J'ai essayé de simplifier certaines phrases, de rectifier certaines choses. Donc, ça, c'est quelque chose dont j'ai vraiment hâte de vous parler parce que, bon, le livre est imprimé, ça s'en vient, c'est en cours de route, puis j'ai bien hâte de vous parler de tout ça. Puis, pour moi, c'est vraiment un honneur, c'est vraiment une fleur. Merci à M. Magella Potvin de m'avoir donné la chance de collaborer avec lui, de travailler en équipe. Et de mettre un petit grain de Marc-Alain Lavoie dans son œuvre et d'avoir eu la chance d'écrire sa préface et de rectifier certaines choses. Donc, j'aurais aimé vous parler du système trapézoïdal parce qu'il y en a beaucoup qui prônent ça aussi. Je sais qu'on passe du coq à l'âne, là, mais... Il y en a beaucoup qui me disent « Ah non, mais tu sais, c'est pas une pyramide, il y a un conseil. » Oui, mais ça reste la même chose, en fait. Lorsqu'il y a un conseil, que ce soit un trapèze ou un système pyramidal, ben ça reste quand même une minorité de personnes qui décident pour l'ensemble de la population. Et on a vu dans la démocratie, à l'époque d'Athènes, en Grèce, c'était un peu ça. Il y avait le conseil des sages, mais les sages ont été corrompus, ils se sont fait acheter.
Donc, c'était encore une minorité qui décidait pour l'ensemble de la population. Donc, c'est pas mieux. C'est pas un système trapézoïdal, c'est pas mieux qu'un système pyramidal. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment une table ronde. Et j'étais sur un autre comité il y a 2 semaines où on nous parlait de... On disait beaucoup merci aux gens d'adhérer. Merci d'adhérer. Puis moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que lorsqu'on adhère à quelque chose, c'est comme faire confiance aveuglément au conseil trapézoïdal. Donc non, je sais, je suis la boule noire, je suis le mouton noir, mais moi, je n'adhère pas à des conseils, des comités. J'aime mieux remettre en question. Vous comprenez? Parce que j'aime beaucoup plus les gens qui n'adhèrent pas à quelque chose, parce que c'est eux qui font grandir le mouvement. C'est eux qui remettent en question toute la structure de. Fait que là, t'as des gens qui vont vous proposer des idées, qui vont vouloir que tu adhères à un mouvement social, à une façon de penser, un thinking, mais ça reste encore remettre entre les mains d'autrui, entre les mains d'une autorité extérieure, votre propre conscience, votre propre responsabilisation de votre propre autonomie de pensée. Fait que j'aime beaucoup les gens qui n'adhèrent pas à un mouvement parce qu'en fait, ils sont autonomes. Puis c'est eux qui font grandir la machine. Qui font, pas la machine, mais qui font grandir un peu l'éveil des consciences. T'sais. J'aime pas ça dire la machine parce que la machine, c'est un peu contre ça que je me bats, mais j'aime les gens qui n'adhèrent pas. J'aime ça être la boule noire. Parce que la boule noire, hein, le 8 ball, si t'as rentres puis tu t'empoches, ben tu peux perdre la game. Mais si t'as rentres au bon moment, ben tu peux gagner la game. Fait que j'aime les gens qui n'adhèrent pas. Soyez la boule noire de toutes les idées qu'on vous propose, de tous les comités, les conseils auxquels vous faites partie. N'oubliez jamais de toujours remettre en question l'autorité. C'est comme ça que vous allez devenir indépendant dans votre façon de penser. Fait que j'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire. Je voulais parler de tellement de choses. Mais bon, je vous ai parlé d'ingénierie génétique, du symbolisme du corps humain, de la mémoire génétique, mémoire cellulaire. Je vous ai parlé de tellement de choses au cours des dernières années. J'espère que ça a semé une graine dans votre esprit, puis je le fais vraiment de bon cœur. Fait que sur ce, je vous aime fort. Je vous reviens avec une autre capsule un petit peu plus constructive. Là, je suis un petit peu fatigué à soir, mais j'espère que vous avez appris des choses. Je vous aime. À bientôt.